Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais faire une toute petite vidéo de chez moi vu que il y a une bonne tempête dehors. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour donner quelques précisions sur la dernière vidéo que j'ai faite hier. Je parlais de cette expérience qui avait été faite, cette expérience, oui c'est tous des cobayes, ce pauvre gamin qui à 4 ans, qui avait été opéré par ses parents et qui avait changé de sexe, on l'avait forcé à changer de sexe, et après, à 8 ans, il fait une conférence devant le Parlement européen, enfin le Parlement espagnol, pour demander qu'on soit plus tolérant, qu'on vote des lois en faveur des trans. Action, réaction, solution. Si vous voulez faire des lois pour protéger les trans, vous créez des trans un maximum. C'est un petit peu l'histoire de Charlie Chaplin, quand son fils casse des vitres, et que Charlie Chaplin est vitrier, vous voyez. Donc, action, réaction, solution, on crée un problème, on crée un surnombre, ce qui était minoritaire, voilà. Donc, alors d'après ce que j'ai compris, il y aurait en gros 200 personnes en France qui naîtraient avec des sexes indéterminés par an. Donc c'est 200 sur des milliers, hein, des centaines de milliers sûrement. Je me rappelle plus le chiffre. Donc c'est au médecin qui décide si oui et non il faut changer de sexe. Et à quel âge? C'est à pile ou face. Oh bah tiens, il a autant de mâles que de femelles, allez hop, ce sera un mâle. Attends, allez hop, ce sera femelle, ça dépend ce que j'ai mangé ce matin. Donc déjà, je trouve ça complètement débile. Et à 4 ans non plus, on ne pose pas la question. Voilà. Donc ça, c'était en Espagne. Maintenant, cette théorie du genre, le père de la théorie du genre, en fin de compte, c'était John Monnet, entre autres, hein, puisqu'il y avait un Australien aussi qui avait... un professeur australien qui avait boosté comme ça la théorie du genre avant d'apprendre, d'avouer plutôt, de nous apprendre qu'en fin de compte, il avait fait ça par idéologie politique, voilà quoi. Donc cette espèce de néo-nazi, là, John Monnet, qui était disciple vous le saurez, hein, je ne veux pas dire de bêtises, donc des espèces de fous sataniste, qui était pour justement tout ce qui était changement de la société. Ce bonhomme qui s'appelle John Monnet était un médecin à qui un couple avait demandé de sauver son enfant qui avait été mal circoncis. C'était deux jumeaux dont un des deux qui s'appelait David. Donc circoncire, c'est déjà pour moi comment on peut dire, une mutilation, mais bon, David, voilà. Donc il s'appelle David, et il demande qu'est-ce qu'on peut faire. Il avait les sexes complètement bousillés, complètement brûlés, et le médecin, la John Monnet, dit écoutez, moi j'ai la solution, on va le transformer en fille. D'accord, donc ablation, etc., etc. Et le gamin est élevé comme une fille. Donc on dit rien à son frère ni à lui, comme ça. Et puis en fin de compte, quand la voix commence à devenir rock à l'adolescence, bien là il commence à se poser des questions, et à 18 ans, on lui dit qu'en fin de compte c'était un garçon, et puis son frère se suicide et lui se suicide. Voilà, donc ça c'était les premiers essais je sais plus comment on appelle ça, de transgenre, un truc comme ça, je sais pas, et donc de faire d'un garçon une fille, et ça a donné qu'il s'est suicidé, son frère aussi. Alors c'est bizarre, ça me rappelle un petit peu le procès du Mercure, aux États-Unis, où les gens disaient le mercure, la cour durant le jugement disait le mercure, vous savez très bien que c'est toxique, est-ce que au moins vous mettez du mercure dans vos vaccins, est-ce que vous savez que c'est toxique? Et eux ils disent oui, on avait fait une première expérience dans les années 20 sur 5 personnes ou 15 personnes, enfin tout le monde était mort quoi, bref. Et le juge dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont changé de nom. Ils ont pu appeler ça mercure, hein, dans les
dans les modes d'emploi, pas les modes d'emploi, dans les papiers que vous trouvez dans les médicaments, hein, ça a un nom, mais moi comme je ne prends pas de médicaments, je ne sais plus du tout, hein, les notifications, enfin bref, les compositions et modes d'emploi du médicament, mais dans les vaccins, quand vous regardez la composition, ben, vous verrez pas aluminium, vous allez voir par exemple hydroxyde d'aluminium, aluminium hydroxydé, et puis vous aurez un autre nom pour le mercure. Et pourtant c'est du mercure, hein, donc l'aluminium comme le mercure sont des neurotoxiques et permet à tous les toxines, et pourtant on en bouffe hein, des toxines, hein, surtout si vous mangez au supermarché, enfin des bouffes de supermarché, et ça permet justement ces toxines de percer, hein, grâce au mercure et à l'aluminium, la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire que le cerveau est protégé justement par cette barrière des toxines qui viendraient de l'extérieur du cerveau. Ben non, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien, pouf, grâce au mercure. Merci qui? Merci labo Big Pharma. Ben comme ça, ils ont plus de malades. Hein. Je veux dire, s'ils devaient guérir les gens, il n'y aurait plus de clients. Hein. Bon, donc déjà ça. Et je vais vous lire simplement le texte des parents, justement, pour revenir au gourou, la Jeanne Monnet. Les parents qui voyaient leur fils transformé en fille, qui allait de moins en moins bien. Donc Brenda grandit douloureusement. À l'adolescence, elle, puisque transformée en fille, sans sa voix devenir grave, confie être attirée par les filles, refuse la vaginoplastie que veut lui imposer Monnet. Brenda cesse d'avaler son traitement, parce qu'ils sont tous sous hormones et sous antidépresseurs et sous etc. etc. Voilà, il se fait prescrire de la testostérone, il divague, il boit. Brenda se sent garçon, engoncé dans un corps de fille. Oui, c'est-à-dire c'était un garçon à qui on avait imposé le fait d'être une fille. Hein. Effarés, les parents révèlent la vérité aux jumeaux, donc à David et son frère. Brenda redevient David, il se marie à une femme, mais bon, pas d'enfant, mais les divagations identitaires ont ébranlé les garçons, donc les deux jumeaux. En 2002, Brian se suicide, le 5 mai 2004, David fait de même. De cette fin tragique, Monnet ne fait point état. S'en fout. En 97, Milton Diamond, donc bien avant, hein, professeur d'anatomie et de biologie reproductive à l'université de Hawaï, dénonce la falsification. Monnet réplique en évoquant une conspiration fomentée par des personnes pour qui la masculinité et la féminité seraient d'origine génétique. C'est les chromosomes, quoi, je veux dire, c'est des chromosomes, c'est des gènes. Je sais pas, t'as une bite, t'as des couilles, t'as les chromosomes X, je sais pas, il y a un truc, et ça s'appelle un garçon. Bon, c'est pas grave. Donc, je rentre pas dans ce débat, je dis simplement, premier essai de suicide. Un enfant normal et un enfant que l'on avait castré, etc. Alors, pour moi c'est important, tout simplement parce que je me souviens, d'ailleurs je me suis dit j'aurais dû en parler, quelque chose de très important, hein, vraiment très important, c'est quelque chose qui a, comment on peut dire, vraiment marqué ma vie. C'est pour ça que je vous en parle, c'est pour ça que je rentre dans ce combat. Je sais plus, hein, je vous ai parlé l'autre jour des vieux reportages, des dossiers de l'écran, etc. Mais moi, de 10 ans, je vous ai dit, à 12-13 ans, enfin, en 74, donc ça devait être, je vais avoir 14-15 ans, un truc comme ça. J'ai vu quand le lieutenant Onoda, sur l'île de je me souviens plus, excusez-moi, c'était pas prévu que j'en parle, qui s'est rendu à son officier supérieur, hein, le lieutenant Onoda, c'était ce japonais qui avait dit pour moi la guerre n'est pas finie. Les messages que je reçois, c'est la propagande, et qui est resté pendant 30 ans sur son île à tirer sur les avions, à tirer sur les gens qu'il voyait, parce que pour lui, il était encore en guerre. Donc j'avais vu ça sur ces reporters, alors les dossiers de l'écran, les nouveaux reporters, je me souviens plus exactement, mais ça me passionnait ces reportages du bout du monde. Et il y avait un reportage sur l'Inde,
Il y avait un reportage sur l'esclavage, je me souviens, en expliquant qu'au Maroc, il y avait toujours des esclaves, etc. Je vous parle de ça il y a 40 ans, hein, et même plus. Et je me souviens d'un reportage qui m'avait, mais quand je vous dis bouleversé, c'est-à-dire ça m'avait rendu malade. Honnêtement, je le confesse, ça m'avait rendu malade en tant que jeune préadolescent. Et c'était des enfants qui étaient enlevés à leur famille en Inde et qui étaient castrés. Et on voyait carrément en direct le gars qui castrait l'enfant. Alors il lui file une drogue dans je sais plus tout gros quoi, qu'il anesthésie, lui fout un bâillon dans la bouche, et il le castre. Et pourquoi ils font ça? Parce que en Inde, la femme est impure. Vous savez, on dit toujours vaut mieux avoir la peste et le choléra plutôt qu'avoir une fille, parce qu'en fin de compte, cette fille-là, eh ben, il faudra payer pour la marier, ça s'appelle la dot, et en plus, on va l'élever, on va la nourrir, et elle va servir quelqu'un d'autre. Vous voyez, son mari et la famille de son mari. Donc c'est un grand désespoir d'avoir des filles en Inde. C'est pour ça qu'il est jeté dans le Gange, il est brûlé, il est étouffé, enfin, en Afrique, ils le font aussi. Donc, comme la femme est impure à ce point-là, il y a certains clans, certaines micro-sectes, etc., qui refusent d'avoir des relations hors mariage avec des prostituées femmes. Donc ils vont sodomiser des gamins, et c'est des gamins qui sont des hommes, qui sont castrés, sont des jouets sexuels. Et quand je vois tous ces changements maintenant, la grande mode, en Suède, au Danemark, ou au Norvège, enfin c'est dans ces pays-là que ça commence, tout ce qui est dépravé, eh bien on commence à dire, il y a beaucoup d'adolescents, d'enfants ou de préadolescents qui veulent changer de sexe, parce que pour eux c'est un jeu. Pour eux, c'est un jeu. C'est-à-dire, c'est comme en décalcomanie, paf, puis quand ça nous plaît plus, on l'enlève. Sauf que là, le gamin, il s'amusait, et puis hop, il est castré, et il est opéré en fille, et il manque de peau, ses hormones reviennent, il commence à avoir de la moustache et la voix rauque, et puis suicide. Hein, comme avait fait une transgenre américaine, elle avait fait un site internet où elle disait il y a 70% de suicides chez les trans les 10 premières années, quoi, un truc comme ça. Voilà. Donc, voilà, tout ça, ça me fait penser à l'exploitation des enfants. Je fais ces vidéos pour la protection des enfants, c'est-à-dire vraiment ça me fait penser à l'exploitation des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants en Inde, que j'avais vu ça, ça m'a marqué à vie, et c'est quelque chose, vous le voyez, ça vous traumatise, hein. Donc là, je vous conseille d'aller voir une opération, il y a des opérations en 3D là, hein, qui expliquent comment on coupe le zizi, on fait un vagin, etc. Bon, et inversement, donc là, vous allez voir, ça vous dégoûte. Bon, c'est des 3D, hein, mais ça fait rien. Je trouve pas ça quelque chose de cool, hein, de moderne, tu vois. Déjà ça. Ensuite, je vous donne un autre témoignage. C'est une famille, alors c'est la famille Sisson, aux États-Unis, qui explique. Alors je vous donne simplement le témoignage au départ. Le cri d'alarme de Christy Sisson, la maman vise l'idéologie du genre et surtout l'idéologie transgenre qui fait pression sur les parents américains pour qu'ils acceptent, donc de force, les traitements de blocage de la puberté et autres mutilations associées au soi-disant changement de sexe des jeunes. Parfois très jeunes. C'est un mouvement radical qui doit être combattu, insiste-t-elle, car il détruit nos vies. Alors, c'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est une histoire d'une enfant, oui c'est ça, qui se passe très bien. C'est une famille où il y a plusieurs frères, je crois qu'elle a 3 frères, 3 garçons, une fille dans la famille, donc tout se passe, la petite enfance se passe très bien, il n'y a aucun problème, elle joue avec des poupées, elle a dinette et tout. Et puis, arrivée à l'adolescence, la fille est un peu bouboule, elle a du mal à s'incorporer dans des petits groupes à l'école, et alors en 2016, Daniel, qui était en dernière année de lycée, était allé faire des courses avec sa mère, donc elle s'appelle Daniel, avait choisi des vêtements pour les filles, voilà, elle devait aller à une nouvelle école, elle a su d'un déménagement, bon, elle est un peu ronde, elle a du mal à trouver des copines, blondes et minces, hein,
Elle multiplie des amitiés pour trouver sa meilleure amie, sa copine, mais bon, elle trouve pas, et par contre, dans cette école, il y a beaucoup de lesbiennes, donc elle fréquente une lesbienne, et puis elle se dit, ah ben moi aussi je suis lesbienne, elle a 16 ans, hein. Après, elle rencontre des filles trans et elle se dit « Ah ben moi aussi je suis trans ». Bon, voilà, c'est un petit peu la fille paumée, qui est bouboule, qui est repoussée des garçons, qui est repoussée des filles qui sont fit, comme on dit, des grandes blondes très fines. Eh bien, elle se trouve incorporée dans un groupe de gens bizarres, hein, ce qu'on appelle, je sais pas, les queers, là, les trucs, les gens qui savent pas trop ce qu'ils sont. Et donc, elle s'identifie, quoi. En tant que paumée, elle s'identifie à des paumés, quoi. Et les parents sont complètement perdus parce que la fille, maintenant, elle revient et elle dit, en fin de compte, je suis un garçon. Voilà, à 16 ans, quoi. Et les parents sont complètement atterrés parce que ils disent bien, je sais ce que c'est qu'un garçon, je sais ce que c'est qu'une fille, j'ai 3 garçons à la maison, j'ai jamais vu ma fille se comporter comme un garçon. Donc c'est un petit peu du bourrage de crâne de ses camarades de lycée, qui est du genre, bah écoute, tu rentres dans notre gang, mais il faut que tu te fasses un piercing aux narines. Tu rentres dans notre gang, mais il faut que tu te fasses un piercing ici, que tu te rases la tête, ou tu te fasses tatouer une fleur, un truc comme ça. Donc c'est à peu près le même style, vous voyez. Et puis enfin, elle commence à fumer des joints, etc. Alors, voilà. Alors que les parents commençaient à rechercher un thérapeute qui puisse aider Daniel à rompre avec ses comportements autodestructeurs, la jeune fille s'est vue prescrire des antidépresseurs. Par une infirmière, voilà. Lors de la visite médicale, etc. Bon, elle avoue qu'elle a pris du cannabis et puis qu'elle veut prendre un traitement hormonal dès qu'elle aura ses 18 ans. Alors, le médecin lui dit qu'il faut qu'elle étende un peu, elle est encore très jeune, et puis maintenant, ça y est, elle rentre, elle s'est engagée dans une relation lesbienne. Donc sa mère a dit, bon, bah écoute, ok, si tu veux, hein, la mère la rejette pas. Mais bon, voilà, donc on fait une compte, là, la fille est complètement paumée, quoi. Voilà, ça me fait penser à tout ce qui est drogué, hein. Les gens, comme je vous expliquais hier, beaucoup de SDF sont 90% pratiquement des SDF viennent des foyers monoparentaux, souvent de mères célibataires. Majoritairement des mères célibataires. Et ben voilà, donc les chats font pas des chiens, donc les paumés se retrouvent entre eux, les gamins abandonnés entre eux, les gamins de mères célibataires vont avec les gamins de mères célibataires, ils fument les joints, voilà, bon après, on va me dire, ah ben non, pas moi, mon garçon il est bon. Voilà, t'es pas dans sa culotte. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Et puis, dans les délires un petit peu de cette société de cons, hein, ils avaient suggéré que Gandalf, vous savez, du Seigneur des Anneaux, soit joué par une femme. Voilà, un petit peu comme Star Wars, où on fout des femmes, ou Ben in Black, où on fout des femmes, comment ça s'appelle, nouvelle héroïne, quoi. Y compris dans X-Men, où une des héroïnes dit « Pourquoi on n'appellerait pas ça X-Woman ?» Voilà. Donc, vous voyez, quand quelqu'un vous dit à 16 ans « Moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça, il faut que je change de sexe, ou je me fais des tatouages, ou je me fais limer les dents en pointe, ou je me fous des anneaux dans les oreilles, ou des trous dans les joues. » Bon, ben, on appelle ça une auto-punition, on appelle ça une sorte c'est comme la flagellation, hein, donc c'est l'autodestruction, hein, quelque part. Bon, les adolescents sont forcément rebelles, c'est-à-dire ils vont constamment contrer ce que disent les adultes. Si quelqu'un lui dit t'es une fille, ben, hey, je suis un garçon, ben, pourquoi pas. Hein. Donc par rapport à ces convictions-là, je suis très content de vous parler de ça, donc par rapport au poids de nos convictions, vous voyez, alors je parle pour des adultes, hein. Maintenant, je parle même pas pour des gamins de 16 ans qui un jour disent oui, un jour disent non, un jour ils vont... Enfin, à mon époque, on voyait les mecs qui pour être dans un groupe, se mettaient à devenir mods, ou rookies, ou skinhead, ou... Vous voyez, c'était des gangs, hein, donc voilà, donc on s'habillait pareil, etc. Les gamins se coiffaient telle coiffure et tout ça. Moi, j'ai fait la sécurité de pas mal de concerts privés comme ça, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et voilà, donc c'était des petits groupes identitaires, parce que les gamins, ils s'emmerdaient, quoi. Ils avaient pas de modèle chez eux, donc ils se retrouvaient dans des groupes comme ça. Mais ça passe avec l'âge.
J'ai connu un Rocky qui est devenu évangéliste, d'autres, bah bref, je ne veux même pas en parler, c'est incroyable. Donc je vais vous parler un petit peu du poids de ses convictions, qui passe avec le temps, puisque tout le cerveau il est sans arrêt en train de se recalculer, vous voyez, c'est comme quand vous courez dans une forêt, hop, 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 vous regardez tous les arbres, vous avez les informations du sol, il n'y a pas un truc qui va vous tomber dessus, il n'y a pas un animal qui va surgir, il n'y a pas un trou, il n'y a pas un ruisseau, il n'y a pas un obstacle, vous voyez, donc constamment vous êtes en train de vous réajuster. Et ben dans la vie c'est pareil, quoi, comme si vous courez dans un bois, hein, voilà. Et donc, c'est une expérience qui a été faite en 2010 avec 162 Suédois adultes. Hein. On a fait donc des gens bien assis déjà, qui avaient une certaine expérience de la vie. On leur avait donné un questionnaire politique sur des choix politiques. Hein. Et donc, le résultat, c'est que les chercheurs ont dit ok. Bon, et puis ils ont pris tous les questionnaires, ils ont inversé les réponses. C'est-à-dire là où le gars avait dit je choisis entre, je sais pas moi, Macron et Marine, le mec il avait dit Macron, le chercheur avait coché Marine, vous voyez. Ouais, c'était en fin de compte, tous les trucs avaient été inversés. Et ils ont remontré le questionnaire aux 162 personnes, et pour qu'ils confirment le choix de leur validation, hein, voilà, ou qu'ils valident leur choix, si vous voulez, qui confirment leur choix avant validation. Il y a 70% qui n'ont pas vu que les résultats avaient été inversés. Ils ont revu toutes leurs questions, il n'y en a pas un qui s'est dit, tiens moi, enfin il y en a 70%, qui n'ont pas vu, qui ne se sont pas dit, tiens moi j'avais dit ça, pourquoi il y a ça de coché? Enfin, je sais pas, sur un choix vous devez le savoir quand même, si vous voulez changer de sexe ou pas, si vous êtes garçon ou fille, si vous êtes chrétien ou juif ou musulman, vous le savez quoi, je veux dire, si on vous montre un truc, vous dites pas, ah moi j'ai dit que j'étais bouddhiste, ah c'est bizarre je suis juif, mes parents sont juifs, non vous ne dites pas ça, d'accord, vous en apercevez, donc 70% ne s'en sont pas aperçus. Vous voyez un petit peu le poids des convictions. Quand on leur a dit que ça avait été changé, il y a la moitié qui n'ont pas touché, hein, 48% qui n'ont pas touché au questionnaire. Ils ont dit ouais, ben c'est pas grave, on reste comme ça. Puis le rouge, puis le verte, oh la verte, ah t'as dit la rouge, peut-être, oui ben on prend la rouge. Oui, c'est quand même dingue, le poids des convictions quoi. Et je vous parle d'adultes, hein, je vous parle pas d'enfants de 16 ans, de 4 ans, 8 ans ou de 4 ans à qui on change de sexe. Et tu veux une robe comme la princesse des neiges? Oui. Ah ben t'es une fille alors. Et 36%, quand on leur a présenté que comment on peut dire, que les résultats avaient été changés, ils ont dit oui mais c'est normal, parce que, oui, effectivement, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu dire ça, oui, j'aurais pu dire ça, oui. Oui, c'est pas plus mal, en fin de compte, oui, on va laisser comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont essayé de trouver une justification, oui, j'ai dit ça, mais bon, j'étais un peu influencé, oui, j'avais pas pensé à ça, oui, effectivement, oui, oh, si Marine passe, oui, effectivement, va y avoir des émeutes, puis peut-être que la police va se mettre à tirer sur la foule avec des LBD et gazés. Non, moi je veux pas de ça, je vote Macron. Oui, on met Macron, oui, comme ça on est sûr, il n'y aura pas d'émeutes. Il n'y aura pas de policiers, tout se passera bien. Voilà. Dans ce style-là, vous voyez... Non, on va pas voter pour Marine, non, parce que sinon, elle va défiler avec des chars sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Donc on fera Macron, lui il fera pas ça. Non, il fera pas ça. Ah, il a fait. Ah bon. Ah ben je me suis trompé. Voyez le poids des décisions, et puis le poids dans le sens où c'est quelque chose de très important, pour nous, pour l'avenir, pour ceci, pour cela, et puis une heure après, ça change. Une heure après, vous n'êtes pas très sûr. Donc c'est une expérience qui a été faite en 2010 sur 162 personnes. Je dirais même que cette expérience, elle a lieu à chaque vote en France. Hein. Voilà. Donc, pour moi, les points importants, si vous voulez, de cette vidéo,
C'était surtout pour dire le désespoir des gens que l'on force à devenir transgenres, les familles qui sont détruites, les gens qui se suicident autour, en sachant que eux-mêmes, les transgenres, souvent se droguent et sont bourrés de médicaments et se suicident avant les 10 premières années. Hein. Et si Trump ne veut plus de transgenres chez les gradés à l'armée, il y a peut-être une raison. Quand vous avez un type qui est bourré d'hormones artificielles, qui est sous antidépresseurs, qui doit un truc comme ça pour sentir un petit peu bien, qui est général 3 étoiles et qui dit oh bah les Russes sont en face, bah allez j'appuie sur le bouton. Hein, puis de toute façon moi je m'en fous, je me suicide dans 1 heure. Voilà, vous voyez un truc dans ce système-là quoi. On appuie sur le bouton, on envoie des missiles à Poutine. Voilà. Et lui il va nous montrer qu'en l'espace de quelques minutes il peut rayer l'Europe et les États-Unis de la carte. Voilà donc c'était juste pour ce petit détail là. Ça donne un petit détail de plus, une petite... comment dire, je me demandais pourquoi j'étais si accro à ce combat, pourquoi ça me choquait. Ben, peut-être parce que je suis père de famille, peut-être parce que j'ai des enfants, des petits-enfants, et peut-être parce que quand j'étais préadolescent, j'ai vu ce reportage sur des jeunes enfants, donc qui avaient simplement 2-3 ans de moins que moi, qui étaient chopés, qui étaient castrés de force, et on voyait l'opération, on voyait le gamin qui faisait des grimaces. Bon, ces gens-là sont très très forts à la douleur hein, par rapport à nous, et je me suis identifié et j'ai été très mal à l'aise. Ah, je vous garantis, j'ai été très mal à l'aise quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais comment on peut faire ça? Comment on peut laisser déjà laisser ces gamins dans les rues comme ça, sans surveillance, ensuite les gamins sont pris, les gamins sont, c'est certainement des enfants mendiants, hein, des enfants à Calcutta, tout ça qui se promènent. Hein. Donc si vous pouvez retrouver ce reportage, je serai très content, comme ça ce sera une preuve de plus, hein, que la théorie du genre et compagnie, que les esclaves sexuels, c'est pas nouveau, hein, ça doit dater de Nabucodonosor, hein, depuis que l'homme est l'homme, il y a dû y avoir des esclaves sexuels, et chez les enfants, puis voilà quoi, hein, d'un autre côté on les bouffait, de l'autre côté c'était des esclaves sexuels, bon. Ok, donc merci à toutes et à tous pour tous vos comment on peut dire, tous vos commentaires, et je dis ce que vous me dites, on se sent moins seul, on ne comprend pas ce qui se passe, on est beaucoup à ne pas comprendre ce qui se passe, et il y aura toujours 1% de la population, ou 0,01% de la population qui dira « c'est le progrès ». C'est comme ça, c'est génial, et vous allez avoir 1% qui diront oh, mais c'est comme ça, mais on n'y peut rien, mais oui, mais il faut laisser faire. Oui, toi t'es seul, 40 ans, avec ton chat, t'en as rien à foutre, t'as pas de gosse, t'as pas de môme, t'as pas de mec, voilà, t'en as rien à foutre, t'es devant ton Netflix tous les soirs avec ton chat dans les mains, en sirotant ta quinoa, et puis voilà quoi, je veux dire, et ça c'est... Voilà quoi, je veux dire, il y a autre chose, quoi. Il y a la vie autour de toi, et puis il faut réagir. Faut réagir. Donc, on est dans un monde où d'inversion des valeurs, c'est-à-dire vous faites attaquer par un flic, vous barrez en courant, il vous tire dessus, à coup de flashball, il vous casse le bassin, la tête, il vous rend aveugle ou il vous plonge dans le coma, et votre famille dénonce ça à l'IGPN, et c'est vous qui allez en prison ou votre famille qui est jugée. Voilà, donc l'inversion des valeurs, hein, les victimes deviennent les bourreaux deviennent les pauvres victimes. On élit quelqu'un contre quelqu'un, et puis c'est pas grave, on descendra dans la rue, ben voilà, on est monsieur Mélenchon, comme vous avez dit, c'est pas grave, votez, on descendra dans la rue, ben on est descendu, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont matraqués, et puis l'autre, il en a rien à foutre, tu vois, il en a rien à foutre. Voilà, que fait la police, que font les... Que fait l'armée, qui est au service du peuple? Moi, je serais l'armée, je me mettrais contre les flics qui empêchent les manifestants, quoi. La police doit être là pour aider les manifestants à exercer leur droit de libre manifestation, de libre contestation, pour négocier avec le gouvernement. Et là-dessus, les flics, on leur donne 200 balles de plus par an, et ils tirent sur la foule, mais il faut que l'armée intervienne. Il faut que l'armée intervienne pour empêcher ça. C'est leur devoir. Il faut protéger la nation, protéger le pays.
Je ne comprends pas pourquoi déjà l'armée n'est pas intervenue quand on a enlevé les frontières, parce que son boulot c'est de protéger les frontières quand même au départ. Et on laisse rentrer les gens comme ça, les produits, la drogue, la viande contaminée. Il n'y a personne aux frontières, quoi, je veux dire. Excusez-moi, il y a un problème. Voilà, gardons espoir, il ne faut pas se laisser faire, il faut, je sais pas, trouvez-moi des solutions, faites des groupes, faites quelque chose. Alors là, c'est bien grave, parce que quand on commence à demander aux gens de faire des solutions, là, on devient un petit peu comme dans le film Ennemi d'État, où la personne ne se contente plus de dénoncer, mais commence à devenir dangereuse en disant bon les gars, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il faut trouver une solution. J'ai pas la solution, mais voilà. Moi, de mon côté, j'essaie de ne jamais consommer, hein, comme cette femme qui a été interviewée, qui depuis 10 ans a dit « je n'achète plus rien ». Elle n'achète plus rien. Elle continue à faire sa vie, elle n'achète plus rien. Elle va embaucher en vélo, elle fait son truc, mais elle a assez d'habits. Elle ne veut pas tomber sur le joug de la mode, elle a assez d'habits. Voilà. Elle se lave les cheveux, elle se brosse les cheveux, elle fait son savon, voilà. Elle essaie de ne jamais consommer, comme moi, quand je vous dis, j'utilise jamais l'eau chaude, que j'utilise jamais le chauffage. Voilà. Donc, à mon truc, moi, à mon niveau, ben, je consomme pas. Ça n'a pas changé le gouvernement, c'est mon côté écologique, voilà. C'est mon côté. Jamais de voiture, jamais de téléphone portable, jamais d'eau chaude, jamais de surconsommation. Et j'achète pratiquement en habit peut-être 1-2 t-shirts par an quand je vais à l'étranger. Et puis bon, quand j'achète c'est pour faire des cadeaux. 90% pratiquement de mon argent sert à faire des cadeaux. Voilà, qui me reste après une fois qu'on a payé l'eau, le gaz, l'électricité. Enfin, pas la consommation c'est même pas la moitié de ce que je paye quand je paye la TVA et l'abonnement. Hein. L'abonnement et la TVA sur l'abonnement et la consommation, quoi. Bref. Je dis pas que c'est la solution, je dis que c'est comme ça que je fais depuis 30 ans, et puis voilà, j'en suis content. Depuis 40 ans même. Ok, donc bis à toutes et à tous. J'espère que mes vidéos sont pas trop longues. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je me concentre, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Et je prends un énorme plaisir à lire tous les commentaires. Si j'ai le temps, je réponds à tous les commentaires. Qu'on arrête de me traiter de feignant, hein, je bosse, je bosse, comme je dis, pendant que vous vous reposez. Donc c'est très bien, c'est mon choix. Allez, gros bisous et à très bientôt.